Et tout de suite, c'est l'heure donc des partis pris. Nous rejoignent Ruth Elkrief pour la politique, Pascal Perry pour l'économie. Vincent, vous ferez votre parti pris international. C'est vous d'ailleurs qui allez commencer. Merci encore. Je vous laisse votre liberté, Monsieur Pallavi. Merci encore. Vincent, votre parti pris international. Stop au Trump bashing. Alors venons de vous, qui avez très souvent eu la dent dure pour Donald Trump, vous allez nous expliquer. Je vais pas faire stop au Trump bashing ce soir, mais je vais rester sur un point technique qui est le 25e amendement de la Constitution des États-Unis. Parce qu'il y a une petite musique qui s'élève aux USA depuis quelques jours autour de l'état de santé mentale de Donald Trump, à la suite de ses propos erratiques à l'occasion de ses conférences de presse, et surtout à la suite des posts qu'il publie sur Truth Social, et notamment hier encore son fameux une civilisation entière va mourir mardi soir. D'ailleurs, on va entendre les propos de Ro Khanna, donc qui est un élu démocrate. On va entendre ses propos. Quelques secondes. Si la régie peut les lancer. He is threatening the entire destruction of a civilization. He is calling Iranians animals. He is showing a total disregard for the humanity of people in Iran, in Gaza, in Cuba. This is a moral crime. It is a war crime. We need to be demanding that Congress convene today, and we need to be invoking the 25th Amendment. Voilà, alors comme Ro Khanna, il y a une soixantaine d'élus de la Chambre des représentants, d'élus démocrates, et quelques républicains aussi, qui commencent à invoquer le recours au 25e amendement de la Constitution des États-Unis. Alors c'est quoi ce 25e amendement ? C'est un amendement qui a été qui a modifié la Constitution américaine en février 1967 et qui clarifie et complète les règles de succession présidentielle et la gestion de l'incapacité du président. Alors il y a 4 sections. La première, on la connaît tous, c'est le vice-président remplace le président en cas de décès ou de démission de ce dernier. Le second régit les démissions et le départ des vice-présidents. Le troisième est intéressant. Il invoque l'incapacité temporaire du président des États-Unis. C'est arrivé 2 fois, à l'occasion notamment d'interventions chirurgicales et de Ronald Reagan et de Joe Biden. Quand le président des États-Unis transfère ses pouvoirs de manière temporaire au vice-président parce qu'il n'a pas la lucidité nécessaire à répondre à des questions ou à prendre des décisions importantes. Donc c'est arrivé 2 fois dans l'histoire des États-Unis. Et la 4e section, c'est celle qui nous intéresse, c'est celle dite de l'éviction forcée du président des États-Unis. Alors il ne faut pas la confondre avec la procédure d'empêchement. La procédure d'empêchement, c'est une procédure législative, donc qui est décidée par la Chambre des représentants et par le Congrès en général et par le Sénat. Mais le 25e amendement, c'est très particulier. C'est très particulier parce que c'est le vice-président qui décide, avec la majorité du cabinet, c'est-à-dire l'équivalent de notre Conseil des ministres pour nous, que le président est inapte en fait à continuer à gouverner les États-Unis, et donc il va adresser une notification. Inapte d'un point de vue donc de la santé. De la santé, notamment de la santé mentale, et qui va donc adresser une notification au chef du Congrès, à la Chambre des représentants et au Sénat, et ensuite le président a 4 jours pour se démettre de ses fonctions. Et s'il ne se démet pas de ses fonctions, eh bien c'est la Chambre des représentants et le Sénat qui vont voter à hauteur des 2/3 pour le démettre. Alors ça paraît, c'est quasiment c'est une procédure quasiment de coup d'État interne. Imaginez par exemple que le Premier ministre français, que Sébastien Lecornu, avec la moitié du Conseil des ministres, décide que le président Macron n'est plus apte à diriger le pays. En clair qu'il est fou, qu'il n'a plus toute sa tête. Ouais, tout à fait. Alors évidemment, ça n'arrivera pas parce que le président J.D. Vance, lui, joue pour 2029. Évidemment, il va prendre son temps, il n'est pas impatient, mais il pourrait être en embuscade. Mais ceci dit, il faut aussi convaincre la moitié du cabinet américain, c'est-à-dire des thuriféraires et des courtisans de Donald Trump. Là, c'est beaucoup plus improbable. Mais si on comprend bien, Vincent, c'est le registre psychiatrique dans la critique de Donald Trump qui vous agace. Vous dites on peut le critiquer politiquement, et on peut abondamment le critiquer politiquement, mais
attention à ne pas glisser sur le registre psychiatrique. Alors, c'est le rôle des psychiatres, en fait. Il faudrait que ce soit les psychiatres qui puissent... pas des élus. Et qui puissent s'exprimer, et non pas les élus. Ceci dit, le chef d'état-major de l'armée de terre américaine, qui a été démis de ses fonctions la semaine dernière, a avoué à CBS, mais ceci dit en off, et pas en on, que la nation était dirigée par un fou. Et de plus en plus de voix s'élèvent aux États-Unis, justement, pour remarquer les saillies un petit peu hors de propos du président des États-Unis et hors la dignité d'un chef d'État à l'occasion de ces différentes sorties. Néanmoins, aujourd'hui, pour donner des exemples récents qui ont été soulignés effectivement par des élus américains, ce qu'il avait dit sur Mohamed Ben Salman, c'était le numéro 1 saoudien, quand il avait dit... en clair, il en est à me lécher. Bref, on va pas aller plus loin. Le derrière. Voilà, le derrière. Oui. Quand il a déclaré à propos d'Emmanuel Macron, il a pris une droite dans la figure suite à cette image un peu avec Brigitte Macron dans l'avion. Ce sont ces propos-là qui sont notamment visés. Et puis à sa colère énorme quand il a dit bande de bâtards. En parlant aux Iraniens, ouvrez ce détroit, sinon je vous élimine de la surface de la Terre. À la vérité, on n'a jamais vu un chef d'État s'exprimer de la manière, y compris les pires dictateurs. On sait que tout de même, il y a un langage diplomatique. Le régime des mollahs ne prend pas de pincettes. Hein. Non. Quand les mollahs sont au pouvoir et que depuis 47 ans, ils traitent la Terre entière, et notamment les États-Unis ou Israël, de grands satans, de petits satans, de plaies pour le monde, et qu'ils les menacent de destruction, c'est assez différent. Mais enfin, ça existe quand même un peu. Mais c'est pas le registre le plus ancien. Démocratique, en tout cas, certainement pas. Oui, c'est pas un bon exemple. Voilà, donc il y a très peu de chances en fait que ce 25e amendement puisse être invoqué, c'est-à-dire puisse être déclenché par le vice-président J.D. Vance. Néanmoins, il faudra surveiller au cours des prochaines semaines son attitude vis-à-vis du président Trump. On l'a vu hier lui tisser encore des lauriers à Budapest, mais néanmoins son attitude pourrait être amenée à changer. Et le recours en revanche, le recours à l'empêchement est tout à fait possible à la suite des midterms. Mais vous trouvez que c'est une mauvaise pente pour la démocratie américaine que d'utiliser ce registre-là? Les psys, pas les députés. Ruth. Non, un mot juste sur J.D. Vance et son importance. On voit ce soir que Steve Witkoff et Jared Kushner vont aller vendredi à la négociation, ce qui montre que le président se méfie un peu de J.D. Vance quand même. Et par ailleurs, j'ai vérifié, on a un article en France, l'article 7, qui fait que le gouvernement peut constater une incapacité du président et en appeler au Conseil constitutionnel qui doit délibérer à la majorité de ses membres. C'est déjà arrivé ? Ça existe. Ce n'est pas arrivé à ma connaissance depuis 58, non. L'incapacité, donc sous-entendu, voilà, incapacité physique, psychologique. Exactement. Et est-ce que ça a compté, cet article 25, dans sa décision de faire un cessez-le-feu ? C'est-à-dire cette menace ? C'est une question que je pose. Est-ce que ça a existé ? Vincent dit, voilà, c'est pas le rôle des politiques de dire lui il est fou. Il n'a plus toute sa raison. Il a raison. Il faut le destituer. Vincent, il dit non, c'est les psychiatres seulement et seulement eux. Oui, bien sûr, parce que après, c'est vrai qu'il est extrêmement déstabilisant dans son discours d'un dirigeant démocratique. Encore une fois, on a l'habitude de ce genre de discours chez des dictateurs, ça c'est sûr. Mais on a une question. Après, c'est pas une question psychiatrique, c'est une question de désinhibition. Et ça, il faut se souvenir que ça a beaucoup bien marché pendant sa campagne électorale. Quand il faisait des meetings, ça marche très très bien. Donc en fait, il continue ses meetings. C'est ce qui se passe. Il n'a pas fait la distinction entre la campagne et le pouvoir, dans le fond. Il faut avoir en tête que pour Joe Biden, il y a eu une enquête remarquable de 2 confrères, dont l'un de CNN, qui ont établi que son état de santé, ses difficultés physiques, en l'occurrence plus que psychologiques, je crois, à gouverner, avaient été systématiquement cachées. Pascal, vous avez un avis sur la question ? Non, enfin, pas d'avis psychiatrique. Je fais le constat économique. Je constate malgré tout, alors il faudrait le nuancer, que un homme, Donald Trump, a provoqué une crise de caractère mondial dont nous allons tous payer le prix, dont nous payons déjà le prix. Pardon, c'est pas très psychiatrique, c'est extrêmement concret. Ça peut être simplement une mauvaise décision. Voilà, mais c'est-à-dire que la situation économique du monde dépend actuellement de la psychologie d'un individu. C'est quand même un peu inquiétant. Ruth, votre parti pris politique. Alors ce soir, une fois n'est pas coutume, vous nous parlez d'un livre qui vous a passionné.
et qui vous a fait énormément réfléchir. C'est le livre, je crois, de Frédéric Martel. Absolument. Occident. Il a rencontré tous les ennemis de l'Occident à travers la Terre et il en tire une leçon que vous avez trouvée passionnante. Qu'est-ce que le travail d'un journaliste, d'un politologue, d'un intellectuel, sinon essayer de comprendre notre monde, ceux qui le dirigent et donc y compris nos ennemis. Et c'est ce que fait Frédéric Martel dans un ouvrage très fourni, nourri de près de 8 années d'enquête auprès des adversaires de l'Occident. Il s'intitule Occident au pluriel aux éditions Plomb. C'est un producteur d'une émission très connue de France Culture, Soft Power. Il a réalisé 1900 interviews dans 52 pays pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Il est allé de l'Algérie au Brésil en passant par la Russie, la Chine, l'Amérique évidemment et aussi tout le Proche-Orient. Alors il dit qu'il faut sortir des croyances pour aller aux faits et sa conclusion est glaçante. On est aujourd'hui encerclé et on doit trouver les nouvelles grilles de compréhension du nouveau monde. Il fait le constat qu'une pensée d'extrême droite et une pensée d'extrême gauche, notamment sur la politique internationale, se rejoignent. Il distingue les Occidents plus, ce sont eux qui sont au sein de l'Europe, et les Occidents moins, c'est-à-dire les gauches radicales et l'islamisme, extérieur au sens géographique à l'Europe. Et tous ont le même type de problème, avec les gays, avec les femmes, avec la société démocratique. Écoutez-le, il était sur France Culture ce matin. On est face à des figures d'extrême droite et d'extrême gauche qui non seulement veulent détruire les valeurs classiques que sont celles de la liberté d'expression, celles de la démocratie, du pluralisme politique, de la liberté de la presse, et ils se rejoignent dans la même haine de nos valeurs. Alors, ce qui est fort dans ce livre, c'est qu'en fait, ce sont des intuitions qu'on a, on l'a déjà constaté, on peut en parler. Mais cela, dans ce livre, il repose sur des portraits, sur des récits, sur des rencontres, sur des guillemets, vous voyez, des phrases entre guillemets. Ça, c'est fort, c'est ça qui est intéressant. Et l'hebdomadaire Le Point, qui a publié les bonnes feuilles, le livre sort demain, raconte comment il a rencontré à multiples reprises, par exemple, Steve Bannon, qui est très proche de Donald Trump pendant son premier mandat. Il a pris des cafés chez lui, sur la Capitol Hill à Washington. Et c'est comme ça qu'il a compris comment les États-Unis pouvaient se retourner contre nous aujourd'hui. Et il cite la fin de l'Occident chrétien, c'est ça le problème, c'est ce que dit Bannon, qui dénonce le progressisme, l'immigration, la finance internationale, et qui appelle à renverser l'Europe en prenant une alliance sacrée avec la Russie. Et justement, côté russe, Frédéric Martel, il a longuement côtoyé Alexandre Douguine, le philosophe inspirateur de Poutine, qu'il a rencontré à plusieurs reprises. Il ne sourit guère, il le remarque au passage, jamais il ne sourit. Et lui, alors pour lui, l'Occident, c'est le royaume de l'Antéchrist, le lieu maudit. Il y a 3 totalitarismes selon Douguine, le nazisme, le communisme et le fascisme libéral. Le fascisme libéral. Voilà. Donc les démocraties libérales. Exactement. Et cette haine de l'Occident, elle est aussi nourrie, et c'est ce que constate Frédéric Martel dans son tour du monde, j'ai envie de dire, des ennemis, par la gauche radicale et par l'islamisme qui sont liés. Il remarque qu'ils ont les mêmes lectures, les mêmes références. Le communiste italien Gramsci, bien sûr, Solzhenitsyn. Les représentants de la gauche radicale qu'ils rencontrent ont lu aussi Douguine, ou des textes antisémites, les mêmes. Tous ont le même ressentiment, ont la même lutte contre les libéralismes et contre les libertés. Il parle d'un U-turn, un demi-tour, vous voyez, comme celui du grec Yanis Varoufakis, très figure de l'extrême gauche radicale, qui accusait il y a quelques jours, là encore hier je crois, sur Russia Today, l'Europe d'être responsable de la guerre en Ukraine. Vous voyez un petit peu comment toutes ces galaxies se rejoignent sur les mêmes principes. Alors les idées circulent, et l'argent aussi. En Amérique latine et notamment au Venezuela, depuis la chute de Maduro, les langues se délient. Et Frédéric Martel a recueilli les confidences de 3 anciens ministres de Chavez qui racontent un système mondial de financement des partis politiques de gauche, notamment, mais pas seulement, à travers le monde, en liquide ou à travers des compagnies pétrolières vénézuéliennes. Il l'explique ce matin. Parmi les partis politiques européens, non seulement vous avez le Podemos, vous avez le mouvement 5 étoiles en Italie, mais il y a aussi je suis assez prudent parce que le parquet a été saisi de cette affaire. On est aujourd'hui à peu près convaincus, et c'est ce que me disent un certain nombre de ministres, plus de 5 ministres de Chavez, dont 2 vice-présidents et des gens qui ont été ministres du pétrole, me disent que Chavez leur a demandé de financer un certain nombre de structures proches des amis de Jean-Luc Mélenchon. Alors, il y a une procédure, on verra bien. Mais en tout cas, ça fait partie de cette galaxie globale. Alors, l'auteur, il évoque aussi les Chinois qui construisent une pensée anti-occidentale avec des centaines de geeks et de journalistes qui sont réunis pour trafiquer les données officielles qu'ils donnent à publier
à l'OMS, à l'OMC, au FMI, donc complètement fausse. Et puis raconte les militants du Hamas ou encore les journalistes du média libanais Al-Manar, et notamment cette rencontre avec l'une des rédactrices en chef, Leïla Mesboudi, voilée, très distinguée, dit-il, dans un restaurant de la banlieue chiite de Beyrouth, qui est très explicite et qui dit « Nous ne sommes pas indépendants du Hezbollah, nous sommes le Hezbollah ». Et tous, donc on voit bien, d'un extrême à l'autre du monde géographique et politique, ont le même regard conservateur et hostile à notre mode de vie. Et pour finir, ça veut dire qu'il n'y a pas d'un côté les bons, qui seraient pour les uns la gauche radicale, et puis pour les autres, les bons, qui seraient les populistes nationalistes d'extrême droite. De fait, ils ont les mêmes adversaires, les mêmes références, le même projet, détruire nos valeurs de liberté et de démocratie, et ce livre le démontre. Au fond, c'est leur ennemi qui les définit. Oui, leur ennemi commun sur lequel ils se retrouvent, mais c'est fascinant de voir les mêmes lectures, les mêmes références. C'est là aussi qu'il est frappant, et puis c'est les rencontres et les paroles. L'antilibéralisme, libéralisme au sens tocquevillien du terme. Liberté, exactement. Bon. Il ne faut pas être dans le viseur de Frédéric Martel, parce qu'il a travaillé pendant 4 ou 7 ans sur un sujet. 8 ans. Oui, 8 ans, oui. Et d'ailleurs, Sodoma, moi je vous conseille la lecture de Sodoma, qui porte sur toutes les déviances au Vatican. Alors pourquoi Sodoma ? Parce que c'est ainsi que les cardinaux eux-mêmes nomment le Vatican, ils le nomment Sodoma. Et c'est une enquête extraordinaire sur la vie des cardinaux. Il n'a pas été poursuivi une seule fois. Il a remporté tous ses... Enfin, il a remporté tous ses procès. Bon, il y a beaucoup de ces opposants à l'Occident qui la Chine assume de produire un discours idéologique qui contrevient aux fondamentaux occidentaux, au sens des Lumières, encore une fois, du libéralisme. C'est le cas aussi pour Douguine, pour beaucoup d'autres. La démocratie, c'est un épisode extrêmement court dans l'histoire humaine. C'est pas. Mais c'est la convergence. On pense que c'est la règle, mais vous savez, dans la vie, finalement, ce qui réunit le plus les gens, c'est pas ce qu'ils aiment en commun, c'est ce qu'ils détestent en commun. Revenons non pas sur le plancher des vaches, mais sur le plancher des avions. Votre parti pris. Je vais vous parler de choses extrêmement légères. J'en suis presque désolé. Après ce que j'ai entendu. Pour tous ceux qui prennent l'avion de temps en temps ou régulièrement, votre parti pris non au bagage cabine gratuit, parce que l'Union européenne veut en finir avec ces suppléments qu'appliquent les compagnies low cost, notamment aux cabines bagages. Oui, alors ce sont les bagages de la discorde, en effet, puisque les compagnies low cost, comme vous le dites, mais pas seulement d'ailleurs, parce qu'un certain nombre de majors, on va parler de majors, ce sont les compagnies historiques, font aussi payer les bagages, d'abord les bagages en soute, mais aussi, pour certaines, les bagages cabine. EasyJet, par exemple, va vous facturer 8 € pour placer votre cabine au-dessus, votre valise, dans la cabine au-dessus de votre siège, et puis vous avez le canal historique du low cost, c'est Ryanair, qui vous impose d'acheter un embarquement prioritaire pour pouvoir rentrer dans l'avion avec un bagage cabine. Alors, la réglementation européenne, et c'est ça que nous évoquons ce soir, voudrait autoriser 1 ou 2 bagages cabine gratuits en cabine. Un sac, par exemple, si vous montez avec un sac à dos, ce qui est mon cas de temps en temps, et puis vous le glissez sous le siège, et une valise, mais une petite valise. Alors, premier point, et c'est un témoignage très personnel, pour en avoir fait l'expérience, moi je redoute le voyageur qui arrive en cabine avec armes et bagages, qui va écraser mon sac, mon ordinateur, mon manteau, pour placer absolument ça ou ces valises juste au-dessus du siège, et qui devra d'ailleurs ensuite reprendre le même bagage et emmerder tout le monde à la sortie de l'avion en provoquant un véritable bouchon, une file d'attente. Ça sent vraiment le vécu. Bon. Donc je ne vois pas au nom de quoi 1 voire 2 bagages gratuits pourraient être acceptés dans un avion. Le sac à dos, pourquoi pas, la valise non, mais surtout l'Europe attaque, selon moi, un élément qui est le modèle économique des compagnies low cost, avec un intérêt. Pourquoi est-ce qu'il y a des compagnies aériennes low cost ? Parce qu'elles ont démocratisé le voyage, le transport aérien. Ce modèle repose sur 2 principes extrêmement simples qui ont séduit les clients, puisque ces compagnies ont des croissances, et parfois des croissances à 2 chiffres. 1, la simplicité de l'offre. C'est-à-dire que vous achetez, alors c'est pas cher, il y a un prix d'appel, c'est beaucoup moins cher que les compagnies historiques. Bon, je vois que vous avez peut-être fait l'expérience inverse, mais vous achetez un siège dans un avion, entre un point A et un point B, vous achetez un siège et rien d'autre. Deuxième élément,
la segmentation, les options. Alors les options, c'est vous arrivez avec des bagages, vous arrivez avec des clubs de golf, vous voulez choisir votre siège, vous voulez un pré-embarquement. Eh bien, tout ça, c'est laissé à l'arbitrage du consommateur. Et au fond, c'est lui qui fait la facture finale. Vous payez ce dont vous avez besoin. Vous ne payez pas les chichis dont profitent un certain nombre de voyageurs, notamment dans les compagnies historiques, les voyageurs de classe affaires, comme par exemple le salon d'accueil. Moi, je n'y vais pas au salon d'accueil, mais je le paye quand même parce que c'est dans le prix du billet. Donc moi, je suis favorable à une situation dans laquelle il y a une offre simple et segmentée. Je fais mon voyage, je prends les options dont j'ai véritablement envie. On parle en Angleterre de no frill company, c'est-à-dire les compagnies sans chichi. Et c'est sur la base de ce modèle, d'ailleurs, que des millions de voyageurs peuvent aujourd'hui voyager pas cher. Alors, Ryanair ne gagne presque rien. C'est la règle dans le cadre de son activité de transport aérien, mais fait d'énormes profits sur tout ce que j'ai évoqué. Le pré-embarquement, le choix du siège, le bagage, les bagages importants en soute, vous voyez, les pondéreux par exemple. C'est 3,5 milliards d'euros chaque année. Chez EasyJet, c'est 2,2 milliards d'euros. Et ce qu'on appelle en anglais ancillary revenue, c'est-à-dire les revenus subordonnés, qui ne sont pas directement liés au siège, mais qui sont liés au voyage, c'est 150 milliards d'euros chaque année. Vous avez des boîtes pour qui c'est le profit, en réalité. Objection, votre honneur. Je vous trouve un peu indulgent parce que quand on achète un billet, on pense que c'est le prix qu'on va payer. On voit le prix qui s'affiche, on achète le billet, sans réaliser qu'après, pour avoir un siège, on va pas voyager debout. Il faut dépenser plus pour pouvoir transporter un petit sac à dos. Non, le choix du siège. Vous voulez vous asseoir au rang 1A, vous payez quand même. Vous allez vous asseoir au rang 33B, vous payez quand même. Ah bah oui, mais vous aurez payé un supplément si vous voulez vous asseoir à l'avant de l'avion et descendre le premier. Alors moi je pensais, David, naïvement, que vous étiez un smart customer. C'est-à-dire que vous regardez exactement ce que vous achetez. Je m'aperçois que ça n'est pas le cas. On ne le sait pas à l'avance, parce que petit à petit, tous ces suppléments viennent alourdir le prix de votre billet. J'ai un autre argument, et ce sera ma conclusion. Si cette réglementation devait voir le jour, ce qui se passerait est extrêmement simple. Le tarif général des compagnies aériennes, et notamment des compagnies low cost, augmenterait, et les passagers comme moi, qui montent, les mains dans les poches dans un avion, paieraient pour d'autres qui, finalement, veulent des options, mais n'acceptent pas de les payer. Je ne pense pas que ce soit la meilleure idée de l'année à l'Union européenne. Vous ne voyagerez pas ensemble, alors ? Pascal, il voyage en 1A, alors donc il est habitué business première, mais tout de même, il y a pas de place dans les coffres à bagages. Et au-delà même de cela, c'est le principe de vous choisissez un tarif et puis finalement vous devez payer plus pour ceci, pour cela, pour l'air que vous respirez. Bon, ça devient un peu. Vous avez envie de payer le café du voisin, vous ? Bon, si ça vous. Je l'offrirai, Pascal. Il faudrait passer beaucoup plus de temps sur ces débats fondamentaux qui structurent notre avenir. Merci beaucoup pour ces partis pris.